Bienvenue à ce symposium intitulé « Nouvelles approches thérapeutiques en oncologie, comment optimiser l'accès à l'innovation » proposé par les laboratoires AbbVie. Nous aurons deux interventions, l'une du docteur Fanchulino et l'autre du docteur Bouabdallah, tous les deux de Marseille, l'IPC et la conception. Donc sans plus attendre, je propose de leur donner la parole et puis toutes les questions seront réunies à la fin des deux présentations. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier l'organisation du congrès et les laboratoires AbbVie qui ont organisé ce symposium et on m'a demandé donc de parler un petit peu des actualités thérapeutiques dans la leucémie lymphoïde chronique. Mes déclarations. Alors, la leucémie lymphoïde chronique est une définition assez simple et qui est la même depuis maintenant des années. C'est une lymphoprolifération avec un nombre de lymphocytes circulants qui va au-delà de 5 gigas. Et dans ces lymphocytes circulants, il y a un certain nombre de marqueurs qui sont respectés pour qu'on puisse établir ce qu'on appelle un score de Mathieu-Tess. Ce score de Mathieu-Tess définit donc ces syndromes lymphoprolifératifs chroniques au sens large du terme. On a des leucémies lymphoïdes chroniques lorsqu'on a un score de Mathieu-Tess qui est supérieur ou égal à 4. C'est une prolifération de petits lymphocytes différenciés qui sont fonctionnellement altérés, mais qui sont morphologiquement, qui se rapprochent énormément de la nature. C'est une de la normale. C'est une prolifération qui est médulaire, c'est une prolifération qui va retentir sur le sang, et c'est une prolifération ensuite qui va retentir sur le lieu de stockage de ces lymphocytes, qui sont les organes lymphoïdes secondaires, notamment les ganglions et la rate. Ce qui fait que vous avez d'emblée le positionnement de la pathologie. C'est une maladie qui va toucher la moelle, le sang et les organes lymphoïdes secondaires. Donc c'est les principaux éléments que l'on regarde. Alors c'est une pathologie qui est assez complexe, de plus en plus complexe en tout cas aujourd'hui, parce que de mieux en mieux appréhendée sur un plan biologique, sur un plan physiopathologique et par conséquent aussi sur un plan thérapeutique. Alors autant on peut avoir des leucémies lymphoïdes chroniques qui sont extrêmement indolentes et qui ont un pronostic qui va au-delà de 20 ans, autant on a d'autres formes de leucémie lymphoïde chronique qui peuvent aller très vite dans le temps et qui peuvent être rapidement fatales du fait d'une présentation tout à fait agressive. Alors, les facteurs pronostiques ont été beaucoup améliorés ces derniers temps, en tout cas beaucoup mieux connus, avec des indications de mise en route de traitement qui sont mieux établies et puis les nouveaux traitements qui arrivent. Dans les facteurs pronostiques, ce qu'il faut retenir, c'est que la classification de Binet, qui est très vieille, la classification de Binet, elle date du début des années 80, publiée pour la première fois par Binet en 1981, les stades A, B et C, qui sont des marqueurs, je dirais, de prise en charge thérapeutique, de masse tumorale, de quantification de masse tumorale. Vous voyez que, globalement, un stade A, qui est un stade de faible masse tumorale, va aller beaucoup mieux qu'un stade B ou qu'un stade C. Et cette classification, elle est toujours prégnante aujourd'hui en termes de facteurs pronostiques. Elle a été publiée à nouveau plus de 20 ans après, et avec toujours la même puissance statistique en termes de projection de survie. D'autres facteurs pronostiques aujourd'hui sont majeurs, sont importants, qu'il faut considérer, et ce sont notamment des facteurs moléculaires, comme les gènes de l'immunoglobuline l'IGVH, donc le statut muté ou pas muté. Vous voyez qu'en fonction de cette mutation du statut IGVH, le pronostic est radicalement différent. Et puis on a d'autres anomalies chromosomiques qui sont également significatives, prégnantes, à prendre en considération aujourd'hui de façon importante parce qu'elles vont impacter le traitement et elles vont impacter le pronostic. C'est notamment les délétions du 17, les délétions du 11 et d'autres anomalies. Vous voyez sur cette diapositive que globalement, lorsqu'on a des anomalies cytogénétiques comme le 17, la délétion du 17P, le pronostic, c'est en noir, c'est la courbe en noir, le pronostic est extrêmement sombre. Est-ce que j'ai un pointeur? Non. Non, j'ai pas de pointeur. C'est juste ça. OK. Donc vous voyez ici la courbe noire. On continue. Ces facteurs pronostiques et la classification de Binet sont à l'origine d'une classification simple aujourd'hui en termes de classification pronostique de la leucémie lymphoïde chronique qui prend en compte, donc vous voyez le stade de Binet d'un côté, qui prend en compte l'âge, qui prend en compte la bêta-2 microglobuline qui est un facteur retrouvé assez communément dans les lymphopathies, puis qui prend en compte les anomalies aussi bien du statut IGVH que de la TP53 ou d'L17 avec des profils évolutifs, vous les voyez, qui sont totalement différents selon que le profil, la classification, le score pronostique est faible ou selon que le score pronostique est élevé. Alors, quels sont les facteurs qui dirigent
la prise en charge initiale, quels sont les facteurs que l'on doit prendre en considération sur la prise en charge initiale. L'âge, forcément, l'âge. Alors, le cut-off, de plus en plus aujourd'hui, s'éloigne des 55-60 ans qu'on avait. Et aujourd'hui, on considère qu'on est jeune jusqu'à 65, jusqu'à 70, voire même plus que 70. Et puis, on prend en compte, bien sûr, les comorbidités par rapport au traitement qu'on va délivrer. Et on prend en compte de façon indiscutable les anomalies cytogénétiques, notamment la DEL17, la TP53. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est quelque chose qui est recommandé en tout cas par la Société française d'hématologie, le statut GVH. Ce sont des facteurs que l'on doit évaluer à la mise en route du traitement, pas forcément au diagnostic. Ce sont des facteurs décisionnels sur le traitement. Donc lorsqu'on décide de mettre en route le traitement, on a besoin de ces différents facteurs. Après, quels sont les objectifs du traitement? Ils sont très nombreux, les objectifs du traitement, en fonction de tout ce que je vous ai donné comme élément précédent. Est-ce que l'objectif du traitement chez une personne qui a 90 ans, c'est la résolution simplement des symptômes en rapport avec la maladie? Est-ce qu'on est plus ambitieux, qu'on veut une rémission complète? Est-ce qu'on est encore plus ambitieux en voulant améliorer la survie globale, en améliorant la réponse au traitement et par conséquent en ayant des MRD négatives chez ces patients, des maladies résiduelles négatives? Et la chose importante également qu'il faut prendre en considération, c'est les effets secondaires de tous les traitements qu'on a, ces effets secondaires qu'on a tendance à rapporter régulièrement et qu'il faut certainement prendre en compte. Alors l'évolution sur l'historique des traitements, elle est très rapidement faite là. 70 premiers traitements, c'est le chlorambucil. Le chlorambucil, vous voyez les résultats, très mauvais, puisqu'on avait globalement 0 MRD négatif. Le chlorambucil est incapable de négativer une maladie résiduelle, et on avait des durées de réponse qui étaient inférieures à 2 ans. C'était des réponses à peine cytologiques et encore. En 1990, premier événement, c'est l'arrivée des analogues de purine, la fludarabine notamment. Vous voyez les résultats nettement améliorés par rapport au chlorambucil. Et puis on arrive à l'association aussi bien des analogues de purine que des alkylants, l'endoxan notamment, et on améliore encore les résultats. Et puis la révolution, elle vient à partir de l'introduction des anticorps monoclonaux et en particulier du rituximab. Et lorsqu'on associe le rituximab aux analogues de purine et aux agents alkylants, à l'endoxan, globalement, on obtient des résultats qui sont totalement différents de ce qu'on a pu obtenir avec la chimiothérapie seule. Donc finalement, l'immunochimiothérapie avec les analogues de purine et les alkylants est devenue, à partir du début des années 2010, le traitement, le gold standard du traitement de la leucémie lymphoïde chronique. Malheureusement, ce traitement n'est pas efficace dans toutes les situations, et vous voyez que chez des patients qui sont traités par RFC, selon qu'on est muté en DEL17 ou pas muté du tout, les survies sont radicalement différentes. En fonction du statut mutationnel au diagnostic, chez des patients qui reçoivent du RFC, vous avez des bons pronostics et vous avez des mauvais pronostics. Et ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que des facteurs qui vont influencer la réponse au traitement sont avant tout moléculaires, donc la délétion 17 et l'IGVH analyse. Et le statut de l'IGVH, vous voyez que ce sont des facteurs qui sont largement significatifs. C'est des choses qu'il faut prendre en considération, c'est des choses qui ont été prises en considération au moment de l'arrivée des thérapies ciblées. Dans l'ordre, les inhibiteurs du BCR, puis les inhibiteurs de PI3K, et puis les inhibiteurs du BCL2. Et on va les voir les uns après les autres. Pour l'ibrutinib, premier article en 2013. Donc globalement, 5 ans. On est à peu près à 5 ans aujourd'hui de l'ibrutinib, avec des résultats qui sont assez remarquables. Et puis la première publication, ce qui a été à l'origine de la FDA et de l'AMM, ça a été la publication de l'ibrutinib dans des leucémies lymphoïdes chroniques en rechute, avec des résultats de rattrapage de ces patients en rechute et de survie et de PFS et de survie sans maladie qui étaient assez remarquables chez des patients qui avaient un pronostic relativement mauvais. Et alors, la chose majeure qu'il faut retenir dans cette situation avec l'ibrutinib, c'est que finalement, l'ibrutinib marche aussi bien dans les patients mutés ou non mutés, ou des patients qui ont des délétions 17 ou qui n'ont pas des délétions 17. Donc l'impression que l'ibrutinib gomme ce facteur pronostic péjoratif de la délétion des anomalies moléculaires et des anomalies chromosomiques. Deuxième médicament de thérapie ciblée utilisé dans la leucémie lymphoïde chronique à partir du milieu des années 2010, les inhibiteurs de PI3K, c'est l'idélalysib.
et l'idélalisible, pareil, en association, l'essai de phase 3 qui a été à l'origine de la mise sur le marché de l'idélalisible était en association avec le rituximab versus le rituximab et le placebo. Vous voyez les résultats, là aussi, avec des résultats qui sont remarquablement intéressants, aussi bien sur des formes mutées que sur des formes non mutées, encore une fois, aussi bien sur des formes délétées ou des formes non délétées. Donc, 2 médicaments qui agissent sur la voie de signalisation du BCR, l'ibrutinib et l'idélalisible, qui sont capables de réverser l'impact pronostique négatif de ces anomalies moléculaires. Et puis le vénétoclax, qui est le dernier arrivé, plutôt à la fin depuis 2-3 ans maintenant globalement, et qui a fait un chemin assez rapide en termes de démonstration d'efficacité. Le premier papier qui est sorti, c'est un papier de 2016, effectivement, sur un nombre de l'ordre de 116 leucémies lymphoïdes chroniques qui avaient des caractères de délétion. Vous le voyez, il y a pas mal de patients avec des délétions, des caractères de mutation ou de non-mutation. Et vous voyez que là aussi, on a des résultats qui sont sensiblement identiques aux inhibiteurs du BCR ou aux inhibiteurs de PI3K, avec des effets positifs aussi bien sur les patients mutés que sur les patients non mutés. Donc 3 médicaments qui sont arrivés en l'espace de 3 ans, des inhibiteurs du BCR et des inhibiteurs du BCL2, avec des résultats remarquables en termes de rattrapage des patients en rechute ou refractaires, et surtout des résultats qui montrent que ces médicaments peuvent gommer encore une fois l'impact négatif des anomalies moléculaires. Finalement, aujourd'hui, la leucémie lymphoïde chronique n'est pas considérée comme une maladie, ce n'est pas la leucémie lymphoïde chronique, mais c'est plusieurs formes de maladies. Et ces formes de maladies, on doit les considérer en fonction d'un certain nombre de choses. Soit le patient est en bon état général, il est ce qu'on appelle fit dans le terme anglo-saxon, et qu'il n'a pas d'anomalie moléculaire ou d'anomalie de mutation. Soit le patient est altéré, il est unfit, ça veut dire qu'il n'est pas capable de recevoir les traitements des patients fit, mais qu'il est toujours plutôt de bon pronostic, sans anomalie moléculaire, ou sans anomalie en tout cas de mutation. Soit il existe une cytogénétique défavorable, ou il existe un facteur muté. Donc globalement, on est dans 4 situations au minimum aujourd'hui, et probablement dans les années à venir, on arrivera encore à démembrer un certain nombre de cas au sein d'une LLC. Donc finalement, au-delà de ça, il faut considérer aussi l'âge, et on ne peut pas traiter de la même façon une personne qui a plus de 80 ans qu'une personne qui a moins de 65 ans. Donc tous ces éléments doivent être pris en considération dans le choix thérapeutique. Quel est ce choix thérapeutique aujourd'hui, en 2018, qui est recommandé, qui est le gold standard, qui est dans les recommandations de l'ESMO et compagnie? C'est le FCR pour les patients qui sont fit et qui n'ont pas de délétion, ou le BR chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Le FCR, c'est fludarabine, endoxan, rituximab, et le BR, c'est bendamustine, rituximab. Chez les patients qui sont un peu plus fatigués, la recommandation aujourd'hui, ça peut être l'anticorps anti-CD20, plutôt l'anticorps anti-CD20 glycosylé de nouvelle génération, comme l'obinutuzumab, qui semble supérieur en tout cas dans les résultats des études de phase 3 au rituximab, et puis l'ibrutinib aussi, quelque chose que l'on retient là aussi dès la première ligne chez ces patients NFIT, mais qui n'ont pas d'anomalie. Chez les patients qui ont des anomalies cytogénétiques, la question ne se pose pas. On est d'emblée dans l'utilisation des inhibiteurs du BCR ou des inhibiteurs de PI3K, voire même lorsque les inhibiteurs du BCR sont contre-indiqués pour des raisons notamment cardiologiques. Le vénétoclax aussi peut se positionner dans cette situation, et c'est la même chose pour les patients qui sont mutés. Alors, combien j'ai de temps encore, excusez-moi, par rapport à ma collègue? 5 minutes? Vous êtes vachement... Alors, en termes de perspectives, et c'est ça qui est important aujourd'hui, les perspectives de prise en charge de ces traitements. Donc, vous avez vu un peu les standards qu'on a retenus pour ces patients. En termes de perspectives, on va reprendre exactement la même chose. Les patients fit qui n'ont pas d'anomalie cytogénétique, il y a des phases 3 qui viennent de sortir de façon très récente, et on compare le RFC, qui est le standard, par rapport à l'ibrutinib et au rituximab. Donc, puisque j'ai 5 minutes, je passe vite. Vous voyez les résultats en termes de survie, et on arrive aujourd'hui à démontrer que le standard qu'on avait jusqu'à présent, qui était le RFC, il fait moins bien qu'introduire en première ligne l'ibrutinib et le rituximab. Vous voyez qu'en intention de traitement, en patient éligible, que ce soit en PF, c'est surtout en PFS que la différence se voit. Elle ne se voit pas encore en OS, mais c'est relativement court comme suivi, et peut-être qu'on verra les choses différemment dans les années à venir. Deuxième situation, c'est plus de 65 ans, mais pas de facteurs cytogénétiques défavorables. Et puis, on est plutôt pas trop mal, on dirait. Donc, c'était
rituximab, bendamustine. Aujourd'hui, c'est encore une fois des phases 3 qui ont été rapportées pas plus tard que l'année dernière, en 2018 à l'ASH. C'est l'ibrutinib et l'ibrutinib versus la bendamustine et le rituximab. C'est une étude donc de phase 3 avec 3 branches. La branche standard, rituximab 3 bras, le bras standard, rituximab, bendamustine, le bras expérimental qui était soit l'ibrutinib et le rituximab. Et vous voyez les réponses ici, encore une fois. En termes de suivi médian de PFS, on a une différence en faveur des bras qui ont l'ibrutinib, soit en monothérapie, soit avec le rituximab, par rapport à l'association immunochimiothérapie avec la bendamustine. Troisième cas de figure, c'est plus de 65 ans, un peu fatigué, mais toujours pas d'anomalie cytogénétique. Aujourd'hui, le traitement standard recommandé, encore une fois, je vous le disais, c'est un anti-CD20, en particulier l'obinutuzumab et le chlorambucil. C'est ce qui a donc été comparé à l'ibrutinib et l'obinutuzumab. Donc c'est une étude, là aussi, de phase 3. Vous avez 3 études de phase 3 qui montrent une supériorité, encore une fois. Au ibru, donc obinutuzumab, ibru supérieur au standard obinutuzumab, chlorambucil, sur des suivis médians qui sont de l'ordre de 31 mois, avec des réductions de risque de progression ou de décès relativement importants, jusqu'à 74%. Et il y a même également une différence en termes de survie globale dans cette situation. On a 40%, on n'a pas de différence en survie globale du fait d'un crossover qui était permis dans cette étude. Et puis, dernière étude qui a été actualisée, qui a été présentée déjà à plusieurs reprises, c'est le CLL14. C'est le CLL14 qui est une étude donc, où on reprend chez les personnes relativement fatiguées, chez les personnes unfit, on reprend le standard qui est obinutuzumab, chlorambucil, et on le compare à un traitement par venetoclax et obinutuzumab. Donc on introduit en plus d'anti-CD20 un anti-BCL2, le venetoclax. Et l'intérêt de l'introduction de ce traitement, c'est probablement pouvoir donner un traitement sur une durée fixe dans la leucémie lymphoïde chronique. Parce qu'effectivement, la problématique de la leucémie lymphoïde chronique, c'est combien de temps donner les traitements, que ce soit l'ibru, l'idéalisib et le venetoclax qui arrivent. Donc, en termes de tolérance, les résultats sont les mêmes. Le bras expérimental est identique au bras obinutuzumab chlorambucil, avec peu de syndrome de lisse tumorale, avec peu de neutropénie fébrile. Et puis, en termes de réponses, vous le voyez ici, on a des réponses complètes qui sont meilleures dans le bras expérimental avec le venetoclax et l'obinutuzumab, en termes de réponses globales aussi, en termes de négativation de la maladie résiduelle. Vous voyez un peu les résultats en termes de négativation sur cette courbe avec des taux de maladie résiduelle qui restent indétectables par rapport à l'association obinutuzumab et chlorambucil. Les courbes de survie, elles sont là. Pas de différence en survie globale encore, certes, parce que le recul, il est de 48 mois. Dans une leucémie lymphoïde chronique, les reculs, il faut les voir encore plus loin. Mais en termes de PFS, l'écart est évident. Globalement, on a un hasard ratio à 0,35, ce qui fait qu'on a 65% de réduction du risque de progression dans le bras venetoclax obinutuzumab. Et ça impacte aussi le côté IGVH muté, finalement. Quand on est IGVH muté ou non muté, on répond favorablement à l'association venetoclax obinutuzumab, contrairement aux IGVH qui ne sont pas mutés avec le chlorambucil et l'obinutuzumab. Alors, il y a d'autres stratégies sur lesquelles je dirais 2 mots, simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses vont très vite et finalement, les phases 3 sont de moins en moins présentes en termes de présentation et on a surtout des phases 1 et 2. Alors, on pourrait presque dire qu'on joue à l'apprenti sorcier en associant tout en même temps aujourd'hui. Le venetoclax et l'ibru en première ligne, tout a été fait. Voilà les résultats, des MRD qui sont négatifs très rapidement avec l'association. D'autres associations ont pu être faites, avec notamment les anti-CD20. Donc si je retiens aujourd'hui, en termes de conclusion, la prise en charge et le traitement en première ligne de la leucémie lymphoïde chronique, jusqu'à présent, vous le voyez, c'était du RFC chez les gens fit négatifs en 17, c'était chez les gens unfit plutôt un anti-CD20 et une chimiothérapie comme le chlorambucil ou la bendamustine. Chez les gens qui étaient positifs en 17 ou TP53 mutés, on privilégie jusqu'à présent l'introduction des inhibiteurs du BCR ou du PI3K. Et pour demain, finalement, pour aujourd'hui et pour demain, globalement, c'est de plus en plus d'associations, encore une fois. L'ibru en première ligne avec le rituximab, l'ibru en première ligne avec le venetoclax, pourquoi pas. L'obinutuzumab chez les patients qui sont unfit avec l'ibrutinib, et puis, encore une fois, l'ibrutinib et le venetoclax en première ligne, pourquoi pas. Certainement aujourd'hui en seconde ligne en rechute.
C'est l'indication elle-même de l'ibrutinib. C'est juste comme ça. Je laisse la parole à ma collègue. L'étude Murano, donc, globalement, qui a montré ces différences, pour dire que les recommandations aujourd'hui sur la rechute, on est en rechute là, c'est une AMM avec le rituximab et le venetoclax qui sont parfaitement aujourd'hui donnés dans cette situation et qui aussi ouvrent le champ vers les concepts d'arrêt du traitement à venir. Donc finalement, on tourne autour de 3 molécules aujourd'hui majeures dans la leucémie lymphoïde chronique qui probablement vont de plus en plus supplanter la chimiothérapie, voire l'immunochimiothérapie. Les questions qui restent encore, c'est quand les introduire, en première ligne ou en rechute, pour quels patients. Plutôt des associations que monothérapie. Clairement, les associations, au moins 2 molécules, marchent mieux que les monothérapies. Et la durée de traitement, qui sont les concepts aujourd'hui modernes qu'on essaie de définir. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc Raphaël Fanciulino. Moi, je vais vous parler plutôt de l'impact organisationnel et de comment est-ce qu'on gère ces thérapies ciblées, surtout au regard de ce qui vient de nous être présenté et de l'association venetoclax, ibrutinib, etc., etc. Comment est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'était les liens. Ça, forcément, c'est des choses que vous savez parfaitement, l'émergence et l'essor de toutes les chimiothérapies orales. En revanche, où est-ce que va se poser la première problématique qui est l'impact organisationnel? C'est que ces chimiothérapies orales sont prescrites majoritairement à l'hôpital, se retrouvent à être dispensées principalement en ville pour quelques molécules en rétrocession, et que déjà là, on commence à sentir qu'il va y avoir un biais, un fossé entre les deux en termes de relations et de communication entre la ville et l'hôpital. Et c'est la raison pour laquelle, alors que ces molécules sont prescrites majoritairement à l'hôpital, ne concevoir une prise en charge du patient que centrée sur l'hôpital, ça ne va pas être possible. Il va falloir vraiment concevoir quelque chose de centré en tout cas d'également partagé entre l'hôpital et la ville, et ce avec un lien ville-hôpital qui doit être très fort. Donc comme on l'a vu, moins pour la LLC encore que, mais en tout cas il y a des pathologies, même en onco, qui commencent à devenir chroniques, avec cette fois-ci on raisonne en vie et plus en années, pas en mois. Et c'est le cas avec cette diapositive sur la prise en charge du myélome, pour laquelle on a eu pareil, de très très nombreuses molécules qui sont arrivées avec des combos en plus, associations de thérapie orale, thérapie IV. Et donc à cette problématique que sont les chimios orales, s'ajoute la chronicité de la prise en charge de la pathologie et comment un patient arrive au long cours et en enchaînant les lignes à maintenir en tout cas sa prise en charge avec son traitement. Et la problématique qui va alors se poser, bien évidemment, c'est l'observance et la qualité de vie du patient. Donc ça, c'est ce qui vous a été dit précédemment. Bien évidemment, l'enrichissement de l'arsenal thérapeutique, ça n'a pas été que dans le myélome, dans la LLC aussi, avec toutes les molécules qui sont arrivées, ibrutinib, idéalisib, venetoclax. Et ça va nous demander à nous, pharmaciens, quelque chose qui est très important, c'est qu'il va falloir qu'on soit de plus en plus spécialisés dans nos disciplines. Pourquoi cette spécialisation? Eh bien parce qu'auprès du patient, pour que la prise en charge du patient soit vraiment optimale, il faut vraiment qu'on ait l'habitude de manipuler ces médicaments, l'habitude de répondre aux questions que peuvent se poser les patients, afin que le traitement se passe de la manière la plus sûre possible pour lui. Et donc il y a eu une enquête là qui est parue il n'y a pas longtemps, faite par les pharmaciens officinaux, et auxquels ont répondu les patients, et qui déclaraient clairement qu'il y avait eu déjà des points de rupture dans leur prise en charge dès lors qu'ils sortaient de l'hôpital en termes de communication de l'hôpital à la ville, mais également entre les professionnels de santé en ville, et donc tout reste à faire en termes de prise en charge pour ces patients. Donc par ailleurs, les chimiothérapies orales, bien sûr, elles ont quelques spécificités, donc qu'on connaît tous au niveau pharmacologique, avec de l'importante variabilité interindividuelle. Bien évidemment, la problématique majeure qui est l'absorption. Donc absorption sur laquelle on doit vraiment être très vigilant en tant que pharmacien quant aux recommandations qu'on donne aux patients. Toutes les interactions médicamenteuses et les automédications que font les patients de plus en plus. Alors celles qui sont connues, celles qui sont moins connues, notamment avec des plantes, mais pas que. Donc c'est vraiment des questions qu'on doit se poser au moment de la dispensation. Le point majeur, bien évidemment, c'est l'observance. On a un rôle qui est là vraiment essentiel, essentiel en termes de qualité de la prise en charge du patient pour assurer sa sécurité et surtout la réussite du traitement. Alors des choses qu'on sait déjà, dans la LMC, on sait tous à quel point l'observance est importante.
Des études plus récentes, il y en a une qui est parue sur l'ibrutinib en 2017, qui démontrait qu'une interruption uniquement de 8 jours du traitement avait déjà un impact derrière pour le patient en termes de réponse et d'échec au traitement. Donc à chaque fois qu'on parle d'observance et d'interruption du traitement, on est seulement en jours, hein. On ne parle pas d'interruption sur 1 mois ou 2 mois. C'est dès qu'on interrompt un petit peu le traitement, eh bien là, il va y avoir un impact derrière. Et donc on voit que notre rôle est très important à ce niveau-là. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir aider le patient à maintenir, à être observant ? Bien évidemment, il faut qu'il soit autonome, donc il faut qu'il puisse lui-même, en cas d'oubli, en cas de déplacement, il faut qu'il puisse se manager tout seul. Mais bien évidemment, il faut qu'il ait de nombreuses informations et à défaut, s'il ne l'a pas, il faut qu'il puisse avoir un interlocuteur ressource de manière rapide, évidemment, pour répondre à sa question. Alors le corollaire de ces molécules et de leur prise au long cours, ce sont bien sûr les effets secondaires. Alors, effets secondaires qui vont entraîner, donc ça c'était une étude dans la LLC, qui avait montré qu'il y avait plus de 35% des patients qui allaient suspendre leur traitement pour des effets secondaires. On peut même aller jusqu'à l'arrêt. Bien sûr, les problématiques liées à ces effets secondaires, c'est les réhospitalisations qu'il peut y avoir, mais aussi tout ce qui est baisse d'efficacité et échec thérapeutique. Et donc, on comprend bien que notre rôle, on a bien sûr un rôle à jouer dans l'observance, mais également dans la gestion de ces effets secondaires. Pour gérer ces effets secondaires, il faut d'abord que ces effets soient détectés par le patient. Donc, il faut qu'il soit en mesure d'identifier la survenue d'un effet et bien évidemment de nous en faire part pour qu'on puisse voir avec lui comment on va gérer cet effet et non pas laisser la situation s'aggraver. Quand on parle de prise en charge, il faut que cette prise en charge soit optimale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse réagir de manière adaptée à la situation qui s'impose au patient. Et là encore, le patient doit avoir de nombreuses informations. Donc on en reviendra un peu plus tard dans le deuxième partie de l'exposé. Je vous présenterai comment nous on aborde les choses à la conception. Quand on parle, donc ça c'est pour vous montrer comment, une publication qui est sortie en 2017, qui vous montre comment est-ce que devraient être gérés ces effets secondaires, bien sûr au bénéfice du patient. Donc une grosse étude avec 766 patients et qui vous montre que clairement on a une modification en termes de survie globale dès lors que les patients détectent, donc je n'arrive pas à vous montrer mais vous le voyez bien évidemment, dès lors que les patients détectent eux-mêmes leurs effets secondaires, qui les signalent, donc là ça se faisait via une plateforme, et en fonction du grade de l'effet secondaire, il y avait directement une infirmière qui était prévenue et qui contactait le patient. Et donc on voit que cette gestion des effets secondaires est réellement bénéfique pour le patient et que donc il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les détecter. Et par ailleurs, si on s'intéresse aux coûts, donc là vous avez les différents protocoles avec les coûts de traitement. Donc évidemment les traitements par voie orale sont onéreux et restent onéreux, et surtout comparativement aux premières lignes. Mais on va rajouter, si jamais on ne gère pas de manière optimale ces effets secondaires, du coût à la thérapeutique. Soit parce qu'il va y avoir des hospitalisations, donc des réhospitalisations, des hospitalisations longues, de la gestion de l'effet indésirable, mais aussi une consommation plus importante de médicaments en ville. Et vraiment, c'est c'est vraiment ce qu'il faut éviter au maximum. Donc on en revient toujours à cette première diapositive qui va, ce que je vous ai présenté en début et qui pose bien l'impact organisationnel qu'il va y avoir entre un lieu de prescription, un lieu de dispensation, comment on va faire pour faire communiquer l'ensemble des acteurs, toujours au bénéfice du patient. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question de cet impact organisationnel ? Eh bien parce qu'il y a une file active de patients qui est de plus en plus importante, que les patients qui prennent des thérapeutiques orales sont des patients qui sont ambulatoires, donc qui reviennent quand même régulièrement à l'hôpital, mais tous les mois ou tous les 3 mois. Donc c'est des patients qu'il faut gérer principalement à l'extérieur. Que la complexité dans la gestion de leur thérapeutique est de plus en plus importante, puisqu'on a des effets secondaires, on a des protocoles complexes, on a des protocoles de prise de médicaments complexes avec des arrêts, des reprises, etc. Et que ces consultations médicales sont très chronophages, avec un temps médical qui est limité. Et donc tout de suite, on comprend bien qu'il va y avoir là un problème pour le patient. De notre côté, au niveau pharmacien, quel impact organisationnel ? C'est que quand le patient est une chimiothérapie orale qui est dispensée, il va falloir qu'on trouve un temps dédié à la dispensation. Et bien évidemment, on revient toujours à cette formation adaptée pour prendre en charge de manière optimale le patient. Et tout ceci doit se faire avec une importante coordination tout au long du parcours de soins du patient pour que la réussite du traitement soit assurée. Alors les questions qu'on se pose quand un patient est mis sous chimiothérapie orale, c'est quand est-ce qu'on va voir ce patient. Donc c'est les questions surtout à l'hôpital, c'est où et par qui que peuvent se poser les questions. Quand, bien évidemment, c'est quand le médecin fait la prescription. Ensuite, quels sont les outils qu'on va mettre en œuvre ? Est-ce qu'on va faire une primo-consulte, une consultation ou un entretien, un bilan de médication, de l'ETP, etc.
Et déjà là, on commence à concevoir qu'il va y avoir un problème en termes d'organisation, et le problème devient encore plus prégnant quand on se pose les questions de la coordination et du suivi. Qui va mettre en place la coordination? Qui va suivre? Qui va faire le lien entre la ville et l'hôpital, entre l'hôpital et la ville? Comment va s'y retrouver le patient qui n'a pas que son traitement oral à gérer, mais qui a aussi d'autres rendez-vous, etc., etc. Et tout de suite, on voit que la bulle devient de plus en plus complexe. Autre question qu'il faut qu'on se pose, enfin en tout cas qui mérite d'être abordée, c'est comment est-ce qu'on souhaite s'organiser? Est-ce qu'on veut avoir une organisation qui soit locale, qui soit territoriale, qui soit nationale? Donc quand je parle d'organisation, c'est comment est-ce que l'on souhaite mettre en place les choses en pratique au sein de nos hôpitaux? Est-ce qu'on souhaite partager nos supports, avoir des supports identiques, des plateformes équivalentes? Comment est-ce qu'on souhaite organiser les choses pour prendre en charge ces patients? On fait tous de nombreuses actions ambulatoires pour le patient, des interventions. En revanche, ce qu'on étudie moins, c'est quelles sont la finalité de nos actions. Et surtout, comment est-ce qu'on compte mettre en place, du côté pharmacien bien sûr, et comment on compte organiser le suivi des patients, et surtout comment on évalue, et ça c'est très très lourd comme travail, comment est-ce qu'on évalue nos actions ambulatoires lorsqu'on prend en charge des patients qui sont sous chimiothérapie orale. Alors, il semble, compte tenu de la masse d'informations que l'on doit récupérer et de ce lien très important qu'il doit y avoir entre les différents acteurs, que les outils de e-santé, les plateformes de communication soient vraiment indispensables dans l'organisation de cette prise en charge pour faciliter l'observance, la gestion des effets secondaires ou les arrêts qu'il peut y avoir de ces médicaments. Maintenant, la question, c'est quel outil est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on met des outils communs? Quelle finalité on veut donner à ces outils? Ce qui est certain, c'est qu'il faut que ces outils, bien évidemment, soient robustes au plan informatique. Il faut par ailleurs, et ça c'est nécessaire, que l'ensemble des acteurs adhèrent à ces outils informatiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider seul, donc c'est quelque chose qui doit être collégial et pas forcément uniquement à la hauteur, enfin au niveau d'un hôpital, mais plus au niveau d'un territoire. Et ces outils doivent permettre, ce qui est important et on y reviendra un peu après, enfin devraient permettre en tout cas d'être une unique porte d'entrée pour le patient, pour avoir directement des interlocuteurs et faciliter donc sa prise en charge au quotidien. Donc il y a quelques exemples déjà. Donc ça c'est l'exemple de ce qu'a mis le laboratoire AbbVie en place pour le Venetoclax. Donc là c'est surtout une prise en charge au niveau de la ville et comment aider le pharmacien en ville à gérer un patient qui va arriver pour une première prescription de Venetoclax et donc faciliter et fluidifier le parcours du patient. Il y a d'autres applications qui existent. Enfin, il y en a plein qui ont été développées par des grands centres, par des grands hôpitaux. Il y a d'autres applications qui sont en train d'arriver. Ça, c'est une application qui s'appelle Léa, qui a été développée par Janssen, qui permet donc de communiquer entre la ville et l'hôpital, et sur laquelle on peut également déposer des documents. Il y a d'autres plateformes, par Celgene avec Emavi. Ça, c'est une plateforme dédiée typiquement uniquement au myélome. Donc, il y a plein d'outils, plein de plateformes. Après, qu'est-ce qu'on veut mettre et comment on veut gérer derrière avec ces outils qui sont à notre disposition? Alors en pratique maintenant, dans notre centre, comment ça s'organise? Donc là, vous avez toujours pareil, le patient va venir, il va avoir une prescription de chimiothérapie orale. Il y a déjà 2 circuits pour la prescription. C'est-à-dire que le patient peut être vu déjà en consultation. Donc il y a tous les cliniciens du service qui consultent à des jours différents et des horaires différents, ou bien en hospitalisation et en HJJ. Donc déjà là, on va avoir une difficulté pour couvrir l'ensemble des prescriptions qui vont être faites. Et ensuite, bien évidemment, le circuit classique, soit le patient vient à la rétrocession, parce que nous avons une rétrocession, soit il va en ville, les différents acteurs qui se mettent en place autour du patient, et ensuite le domicile du patient. Ce qu'on a mis en place, nous, c'est un suivi. Donc vous allez voir que ce qu'on met en place en termes de prise en charge pour le patient, et après un suivi qui a été mis en place, dans un premier temps par téléphone, et maintenant on s'est doté d'un outil informatique. Donc, quel choix nous avons fait au sein du service pour répondre aux attentes des patients? Donc, on a ces différentes possibilités que nous pratiquons au quotidien. Alors, si le patient a une prescription de chimiothérapie orale et que cela se fait en consultation, eh bien, il est fixé avec le patient un rendez-vous pour faire une primo-consultation. Cette primo-consultation, ça a le mérite de cadrer les choses et d'être assez organisé. Donc, c'est ce qui va le moins nous impacter en termes organisationnels, puisqu'on va avoir un rendez-vous avec le patient et que ce rendez-vous va être multidisciplinaire. On a vraiment la chance d'avoir un moment dédié pour le patient. Il y a le médecin, l'infirmière coordinatrice et moi-même, ou les internes qui viennent aussi, qui vont pouvoir assurer cette primo-consultation. Alors ça, c'est organisé, donc ça a moins d'impact. En revanche, ça a un très gros impact en termes de temps,
puisque la primo-consultation dure en règle générale entre 1h et 1h20. C'est difficile de faire moins. Après, on pourra revenir dessus pour voir quelles informations on donne aux patients au cours de cette primo-consultation, mais c'est en règle générale un temps très long. Ensuite, on a toutes les consultations, les entretiens que l'on conduit, soit directement à l'hôpital quand le patient est hospitalisé, soit en HDJ, si le médecin nous contacte, qui a besoin d'aller voir un patient. Donc là, par contre, en termes d'impact organisationnel, tout de suite, ça va devenir très prégnant, puisqu'il va falloir, entre guillemets, se rendre disponible dès que le médecin nous contacte. Moins pour l'hospitalisation, plus pour l'HDJ, mais quand même, il y a quand même là des difficultés à répondre à la demande. Et enfin, troisième possibilité qu'on a mis en œuvre, tout ce qui est ETP. Donc là, on a un programme d'ETP qui tourne dans le service. Donc c'est, en termes d'impact organisationnel, là, c'est extrêmement chronophage. C'est pris sur du temps libre après les heures de travail, parce que sinon, c'est très, très compliqué de mettre en place tous les ateliers d'ETP que l'on fait. La conciliation, j'en parle un petit peu moins. On pourra en revenir dessus si vous voulez un peu plus tard. Donc cette primo-consultation, la différence avec la consultation, c'est uniquement le fait qu'on a le rendez-vous et qu'on est 3 acteurs auprès du patient. Sinon, on délivre les mêmes recommandations et les mêmes conseils aux patients dans l'un comme dans l'autre. Bien évidemment, ce que l'on fait à chaque fois, on facilite l'observance. Donc on explique, on donne les premières explications aux patients. On élabore avec lui un plan de prise de ces traitements, soit un plan de prise global avec la totalité de ces traitements qu'on reporte, soit uniquement la chimiothérapie. Donc avec quelques particularités, donc là évidemment j'aurais pu prendre un autre médicament, ibrutinib avec les 3 gélules ou 4 gélules qu'on prend, le vénétoclax, là c'est parce que c'est plus atypique, on a des paliers de dose à respecter, que le vénétoclax, le patient revient toutes les semaines à l'hôpital, en tout cas au début pour le syndrome de Lise, et donc on a pas mal de choses à expliquer aux patients et à coordonner derrière avec le pharmacien en ville. Prévenir les interactions médicamenteuses, donc ça bien sûr vous le savez, lors de l'analyse pharmaceutique, il faut que l'analyse pharmaceutique soit la plus complète possible. Alors pourquoi est-ce qu'il faut vraiment s'y pencher? Donc nous on a fait une petite étude dans le service portant sur 119 patients. On avait quand même 25% des interactions qui étaient majeures, 52% qui étaient des interactions modérées et qui ont nécessité à chaque fois des adaptations de traitement, bien évidemment en collaboration avec le médecin. Pour faire cette analyse pharmaceutique, il faut bien évidemment avoir recours à plusieurs bases de données. Et là aussi, ça va nous prendre du temps. Si vous avez le traitement du patient, parce que le patient est programmé en primo-consulte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Si en revanche, vous n'avez pas son traitement parce que le patient vient uniquement en HDJ, c'est quelque chose qui va bien évidemment impacter votre journée et être beaucoup plus chronophage. Alors attention, dans la manière de la détection de ces effets et de ces interactions, de ne pas trop donner d'informations ou d'interactions. Il faut que nos interventions restent bénéfiques à chaque fois, parce que sinon on va noyer les choses importantes. Je reviens sur le fait de prévenir et de gérer les effets indésirables. Lors de ces consultations, on va essayer de donner aux patients les moyens de réagir de manière adaptée. On n'attend pas de lui qu'il sache, bien évidemment, savoir tout faire. En revanche, ce qu'on lui demande, c'est de réagir de manière adaptée. C'est-à-dire comment faire si jamais il y a tel ou tel symptôme qui intervient. Donc je pense notamment à la particularité de l'hématose, c'est si jamais vous avez de la fièvre alors que les polynucléaires sont bas, bien évidemment, il faut aller faire un bilan. C'est le préalable indispensable. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on essaye de faire acquérir aux patients. En règle générale, alors, on peut croire que ça ne va pas être possible avec tous les patients. La majorité des patients, si on prend le temps de leur expliquer, savent comment réagir. Après, certains ont besoin de plus de soutien, mais la majorité savent vraiment comment réagir. Bien évidemment, on leur laisse, pour pas qu'ils soient perdus, on leur laisse systématiquement tous nos contacts pour qu'ils puissent appeler en cas de besoin, pour être vraiment très complémentaires avec eux. Donc ces effets secondaires, on va voir avec eux les questions qu'il faut se poser, les premières attitudes à adopter, quels sont les bilans qu'il faut faire ou pas. Et là où ça va devenir extrêmement important en termes d'organisation pour nous, c'est qu'il va falloir qu'on gère les appels entrants, les appels sortants. Et ça impacte très fortement notre activité. Donc et pourtant, c'est vraiment nécessaire pour les patients. Ils ont besoin d'être rassurés par rapport à la survenue de ces effets. Et si les premiers temps se passent bien, après le traitement est bien lancé, il n'y a pas de souci. Donc quand je vous disais que donc nous à l'heure actuelle on avait ces appels entrants et sortants, on les gérait, c'est-à-dire qu'on avait mis en place de manière systématique des appels à 7 jours, à 1 mois et à 3 mois. Bien évidemment, si les patients ne nous appelaient pas, on les appelait quand même à 7 jours et les patients pouvaient appeler à tout moment entre les deux, il n'y avait pas de souci et on répondait à leurs questions.
On vient de mettre en place une application qui s'appelle Anahealth, qui permet de suivre au fur et à mesure du traitement, donc de manière ambulatoire, la survenue des effets indésirables. C'est le patient qui rentre ces effets indésirables et ça nous donne une visibilité, lorsque le patient est à la maison, de la survenue, de l'occurrence de ces effets indésirables et quel domaine en fait ça concerne. Alors, c'est certainement pas suffisant, hein, mais c'est clairement un premier pas qui va être, je l'espère, très important. Mais là, évidemment, il faut bien évidemment qu'il y ait l'adhésion de l'ensemble des acteurs, que ce soit du corps médical, mais aussi des patients, pour faire marcher cette plateforme. La mise à disposition des outils, donc les patients repartent systématiquement avec des fiches pour leurs médicaments, et se doutant qu'il y a des médicaments qui n'existent pas en ville, donc il faut informer le médecin prescripteur, il faut informer également le pharmacien, et donc ils ont avec eux des documents qui permettent de connaître leur thérapeutique et les principaux effets indésirables qui peuvent survenir. Donc, par ailleurs, ce que l'on fait systématiquement, c'est quand un patient a une chimiothérapie orale, on va à chaque fois faire un document de liaison pharmaceutique avec la pharmacie de ville, que l'on contacte donc bien évidemment par téléphone. On leur envoie ensuite des fax. L'objectif, c'est d'anticiper la venue du patient à la pharmacie pour pas qu'il y ait déjà de rupture entre la sortie du patient de l'hôpital et son traitement, et l'initiation du traitement. Donc élaborer des courriers de liaison pour communiquer bien sûr avec les pharmaciens. L'objectif, ce serait d'avoir un message qui soit homogène et cohérent tout au long du parcours du patient. Alors ça, c'est peut-être ce qui manque réellement, c'est qu'on n'a pas le temps de discuter systématiquement avec le patient, le pharmacien d'officine, pour expliquer notre entrevue avec le patient, lui expliquer les questions qui l'ont préoccupé, voir comment on peut aborder les choses avec lui. C'est clairement ce qui va manquer. Et en revanche, bien sûr, on donne nos supports. Et par ailleurs, donc, ça se fait bien évidemment avec téléphone. À la fin de votre exposé, c'est possible de Oui, conclure ? j'accélère, j'ai fini. Merci. Donc après, on donne bien évidemment nos fiches. Les points de rupture principaux qui sont les nôtres, c'est au moment de la dispensation, avec les professionnels de santé en ville. Donc il faut voir comment on peut communiquer, mais à part des messageries sécurisées, donc on commence à avoir, ou des plateformes, ça va être très difficile. Et enfin, la diapo finale, c'est simplement pour vous dire que donc, vous voyez ici le patient qui est au centre, en tout cas qu'on essaye de mettre au centre de la prise en charge. Que ce soit de très nombreuses problématiques qui se posent à lui, de très nombreux acteurs, il faut absolument optimiser cette prise en charge. Et cette optimisation de cette prise en charge, pour qu'elle soit le moins impactant possible pour nous, ne peut se faire qu'au prix d'une très grande coordination et d'une prise en charge multidisciplinaire. Je vous remercie. Merci aux orateurs pour ces deux exposés extrêmement clairs, extrêmement didactiques. La parole est à la salle. Nous avons 5 minutes pour les questions. Pas de questions, tout était limpide. Ah, une question en haut à droite. Merci beaucoup pour ces présentations. Ma question portait surtout sur la plateforme que vous avez pour le recueil des effets indésirables. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour la mettre en place avec tout ce qui est réglementaire au niveau CNIL, RGPD, etc. Et est-ce que vous avez prévu un traitement, une récupération et un traitement des données particuliers avec cette plateforme ? Alors, on n'a pas eu de souci, on a eu pour une fois beaucoup de chance, on va dire. On n'a pas eu de souci parce que c'était une plateforme qui avait été développée pour le CLIP. Et donc, tout avait été déjà contractualisé avec la PHM, ce qui nous a permis d'en bénéficier très rapidement. À l'heure actuelle, on n'a pas encore de plan on vient à peine de le mettre en place. Ça a été mis en place il y a 3 semaines. Donc, on commence seulement à avoir les premiers patients. C'est un outil qu'on partage entre l'oncosolide et l'hémato pour arriver à pour recueillir des données. Et on va voir un peu ce qui se passe et comment surtout les patients s'approprient l'outil. Enfin, les patients, les cliniciens, puisque ça va permettre, par exemple, pour tous les patients qui vont être en HDJ, les cliniciens vont pouvoir à chaque fois, entre chaque intervalle, savoir ce qui s'est passé à la maison pour le patient. Donc on va voir un petit peu comment vit l'outil, comment il est approprié par les différents acteurs. Et après, on verra comment on peut exploiter les données que nous donnera ce logiciel. Oui. Merci.
Raphaël, à quel moment vous programmez la réunion multidisciplinaire? C'est-à-dire en PPCO, Comment? la primo-consulte. Oui, la primo, tu l'as Alors, en programme fait, comment? Alors, le patient est vu en consultation, le médecin dit le patient est sous chimiothérapie orale, il faut qu'il ait une primo-consultation. D'accord. La cadre de l'HDJ prend rendez-vous avec le patient. Ah, d'accord. Et après, on se réunit tous et on a vraiment le temps, c'est-à-dire que le médecin n'est pas là toute la consulte. Le médecin reste là les 10 minutes où il refait le point avec le patient. Et après, derrière, c'est l'infirmière coordinatrice et moi-même qui restons avec le patient. Mais on est tous ensemble au même moment avec le patient. Voilà, d'accord, ok. Oui. En fait, pour faire un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire, je crois qu'il y a une révolution qui se fait aujourd'hui à tous les niveaux. C'est une révolution d'abord conceptuelle. Le concept, c'est le traitement oral plus que la chimiothérapie intraveineuse. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Et ça a un impact pratico-pratique sur notre activité à tous. Ça veut dire qu'il faut qu'on est en train aujourd'hui de réinventer les consultations, les prises en charge en hôpital de jour, les conciliations avec les pharmaciens, l'infirmière, et puis le relais avec l'hôpital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, globalement, en tout cas en oncohématologie, on est à plus de 60 à 70% de thérapie orale. Et en oncologie, c'est globalement à peu près ça. Donc on est dans une ère aujourd'hui où probablement on va mettre en place des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et ça s'est fait depuis déjà un certain temps. On a établi un livre blanc avec le soutien d'un certain nombre de laboratoires sur la chimiothérapie orale et la dispensation. Et je crois qu'aujourd'hui, en plus, ce qui est fondamental, c'est que les autorités, nos tutelles, se penchent sur ce problème. Il y a des articles aujourd'hui qui sont édités pour qu'on puisse apporter une aide financière, parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux, globalement. Ça ne marchera que si on a les moyens de le faire. Et pour avoir les moyens de le faire, il faut de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il faut recruter des gens dans ces réunions qui sont, ces prises en charge qui sont extrêmement chronophages, Une primo-consultation de chimiothérapie orale, c'est une consultation d'annonce, c'est du 1 heure facilement, tu l'as bien dit. Oui, j'avais une Dernière question. Comment se passe l'articulation avec le service clinique entre deux consultations de l'oncologue ? Il est défini que la pharmacie est un peu finalement le centre de réponse aux questions du patient. Déjà, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'en fait c'est un contact parmi d'autres dans l'hôpital ? Et si vous êtes centre de référence, est-ce que vous avez protocolisé quelque chose avec les services cliniques, finalement molécule par molécule, dans telle situation on l'oriente de telle et telle. Alors moi c'est vrai que mon cas est relativement simple puisque je gère que l'hématologie. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi que si j'avais d'autres pathologies. Donc nous on a monté une étude, d'ailleurs j'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler. Des premiers résultats montrent que dans 80% des cas, on est les référents en fait, les patients nous contactent directement. On est leurs premiers interlocuteurs. Les patients qui sont en ville contactent directement l'infirmière coordinatrice ou moi-même, donc les numéros qu'on leur donne. On est les premiers contacts, les premiers référents, et ensuite c'est nous qui allons, s'il y a besoin, soit on gère le problème, nous, et on dit aux patients que faire, bien sûr on en informe toujours les médecins, soit directement, bien évidemment, si le problème doit être pris en charge par le médecin, on va voir les médecins pour qu'ils donnent ou pas des consultations plus rapides, qu'ils hospitalisent des patients, etc. etc. Mais on est devenus les premiers interlocuteurs. Pour rebondir encore sur cette question, c'est quelque chose qui n'est pas encore aujourd'hui uniformisé et effectivement chaque établissement travaille un petit peu à sa façon. À l'Institut Public Almed par exemple à Marseille, c'est une conciliation qui se fait entre le médecin bien sûr, le pharmacien et le patient. Et puis ensuite il y a une structure qui s'appelle hors les murs qui va suivre le patient dans sa compliance par rapport au traitement, dans les effets secondaires par rapport au traitement, dans les reconvocations du traitement. Donc c'est un peu aujourd'hui, j'allais dire, des étapes et des expérimentations qui sont faites dans différentes structures. Et puis il y a un mot sur lequel que tu as certainement cité et sur lequel je rebondirai, c'est la déclaration aussi des événements indésirables au niveau de la pharmacie. C'est fondamental parce que c'est la seule façon pour nous d'avancer et de savoir quels sont les effets secondaires à moyen terme. On a des effets secondaires aujourd'hui à court terme sur les médicaments, mais ils sont courts encore. Donc il faut du moyen terme, il faut le suivre. Bien, merci, ce sera le mot de la fin. Je vous propose d'applaudir de nouveau les orateurs.